bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous rejoindre sur ce plateau, c'est Club de l'Actu. À la une, c'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Depuis vendredi, Elhadji Papakoli Kourouma revient au gouvernement. Il hérite du poste de ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Il a été nommé dans cette fonction vendredi, alors que il devait l'être 48 heures plus tôt, en cause un réglage de dernière minute qui s'était imposé dû au fait que le Premier ministre Ibrahima Kassoulou Fofana, qui semblait avoir le sentiment d'être mis devant une situation de fait accompli, avait fait grimace et avait même menacé de partir. Il aura fallu donc le travailler au corps et avant donc de faire passer la pilule amère. Question ce soir de quel œil peut-on regarder ce retour, ce comeback d'Elhadji Papakoli Kourouma au sein du gouvernement. La déclaration rendue publique par son parti, le parti groupe, au sujet du FNDC n'était-elle qu'un alibi en vue d'une porte de sortie de l'opposition? Nous poserons le débat dans cette émission. Dans l'actualité, au plan judiciaire, deux faits majeurs ont retenu l'attention cette semaine. D'abord, c'est le cas de notre confrère Lansana Camara du site ConakryLive.info. Après une semaine de détention à la maison centrale, au mépris total de la procédure et de la loi sur la liberté de la presse, il a bénéficié d'une liberté provisoire suite à la pression de la corporation. Au lendemain de cette remise en liberté provisoire en faveur de notre confrère, le chef de l'État a remonté les bretelles au gouvernement, interpellant celui-ci sur l'obligation de faire observer strictement la loi sur la liberté de la presse en Guinée. Ensuite, il y a le cas Amadou Damaro Camara, le député, chef de file de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, a eu le don de fâcher et de braquer les magistrats de Guinée cette semaine. Ces derniers se réuniront le vendredi prochain pour décider des actions de représailles. Et puis, l'autre gros titre dans l'actualité cette semaine, mesdames et messieurs, c'est le lancement cette semaine à Conakry d'un vaste mouvement anti-troisième mandat dénommé FNDC, un mouvement qui mobilise acteurs politiques et sociaux. Pendant ce temps, les promoteurs d'une nouvelle constitution ne lâchent pas prise. Après Koya, ils étaient à Dubreka ce week-end. Bienvenue, merci. Voici donc ce menu assez copieux pour le décrypter et pour donc analyser toute cette actualité de la semaine. Nous avons invité pour vous Talibé Bari de la Radio City FM, du journal La République et du site objectif224.com. Bonsoir Talibé Bari. Bonsoir. Également sur ce plateau, à l'extrême gauche, Lamine Mouniouma Sissé de Djigui FM, de mosaïqueguinée.com et de Émergence. Bonsoir Lamine Mouniouma Sissé. Bonsoir. Et notre coup de cœur, c'est la surprise, Lansana Camara, donc en chair et en os. Voilà, après une semaine à passer donc, dans les geôles de Conakry. Il est avec nous sur ce plateau, Lansana Camara de ConakryLive.info. Bonsoir Lansana. Bonsoir, merci. Le plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau. Merci encore. Après une semaine assez agitée, oui, bien sûr. On va y revenir. Mohamed Mara, donc, qui complète le plateau, s'il n'est plus à présenter, c'est le co-animateur de cette émission. Il est de la radio Espace FM et de la télé. Bonsoir Mohamed Mara. Bonsoir. Bien. Pour commencer, forcément, ce n'est pas passé inaperçu cette semaine. Les ennuis judiciaires, on va dire, en perspective éventuellement pour Dr Faya Milimono, l'opposant arrêté vendredi en compagnie de plusieurs de ses militants alors qu'il protestait contre la décision des députés guinéens de continuer à siéger dans un parlement qu'il qualifie de périmé. Faya Milimono doit se présenter à nouveau devant la justice le lundi. Et comment vous avez appris cette information, Lamine Mouniouma Sissé, pour commencer? Est-ce un signal que le régime envoie, on va dire comme ça, en direction de ses opposants? Non, je ne sais pas, parce que ce n'est pas une première fois. Faya a été arrêté pour avoir organisé, je ne sais pas quel est le chef de l'accusation, pour attroupement illégal, merci de m'avoir passé l'expression. Alors, il a été arrêté pour attroupement illégal. Vous pensez que c'est fondé?
Je ne sais pas, c'est fondé, mais j'ai appris qu'il n'avait pas informé l'autorité compétente pour, comment on appelle, de cette action qu'il a menée hier. Est-ce qu'il en avait besoin, Lamine? Je ne sais, il n'en a pas besoin, donc on peut se lever à tout moment pour aller non, je vous ai posé une question. Ouais. Non, moi, je vous pose la question. S'il n'en a pas besoin. Donc, ça veut dire que c'est permis de manifester partout, de se retrouver partout, à tout moment, et quand tu veux, avec tes hommes pour exprimer ton ras-le-bol contre une situation donnée. Donc vous estimez que... Je ne suis pas certain. Maintenant, vous estimez que... Non, je ne suis pas certain. S'il n'a pas qu'il devait être chopé. Hein. Oui, mais pas arrêté. J'ai trouvé ça trop extrême. Donc arrêter, le conduire à la maison centrale. Alors ne vous contredisez pas. On aurait pu l'amener quand même. On aurait pu l'empêcher. On aurait pu se limiter à disperser. Justement, à disperser cette manifestation. Attendez. C'est une manifestation. C'est l'expression d'un droit démocratique. Oui, mais ça doit obéir à une réglementation en vigueur. Donc, il faut démarcher. Parce que si tout le monde ferait la même chose... Il faut écrire à la municipalité pour ça. Non, mais attendez, ce que je veux vous dire, s'il vous plaît, ne dévoyez pas ce que je veux dire pour ne pas donner notre sens à ce que je suis en train de dire. Alors, je veux être clair là-dessus et je reviens, et je ne veux pas être long sur le sujet. Alors, je dis bien que pour organiser une manifestation, je suis sûr, quelle que soit la manifestation, quel que soit le type de manifestation, il y a des critères, il y a des préalables à régler. Alors, si cela n'a pas été réglé... les manifestations spontanées. Oui, mais les manifestations spontanées sont dispersées. Et pourquoi non. Elles sont pas autorisées, je vais dire, par la loi. Elles ne sont pas dispersées, on laisse les gens manifester. Cela dépend généralement. Non, ça ne dépend pas. Donc il y a des exceptions. Moi, je ne parle pas d'exception, moi je parle d'un cas général. Cette marche avec les députés, notamment en faveur des jeunes guinéens qui étaient en Libye. C'est une marche blanche. Attendez, c'est les marches blanches qui sont... La municipalité pas des marches de protestation, c'est des marches blanches. Et la marche, c'est... Les marches blanches sont autorisées, il n'y a pas d'exception. Maintenant, les marches de protestation, à mon avis, ne sont pas... Ce que ça pose comme problème, c'est la possibilité pour un opposant, un homme politique, en plein exercice de ses fonctions, de protester contre une décision de l'ensemble des députés. La 8e législature, oui, justement. De continuer à siéger à l'Assemblée. Faya a le droit, et moi je suis très content pour lui parce qu'il assume, un droit qui est suspendu. Il assume sa position. Il assume sa position. Il l'a fait savoir à travers toutes les actions qu'il estime être la bonne pour exprimer sa désapprobation par rapport à une situation donnée. Alors, il l'a fait, et ce que j'ai dit, arrêter et ne pas l'arrêter, c'est autre chose, mais ce que j'aurais préféré, à la limite, si on trouve que c'est une manifestation qui troublait à l'ordre établi à l'Assemblée nationale, on aurait pu simplement le disperser, mais pas l'arrêter, le choper, et puis le garder pour quelque temps à la maison centrale avant qu'il ne soit présenté à un juge. Voilà, donc je pense que ça, on pouvait s'en passer. Et donc, j'ai aimé cette déclaration des forces pour la défense de la Constitution. Le FNDC. Le FNDC qui a envoyé un signal fort au président de la République que ce ne sera pas pour cette fois-ci que le président réussira à les diviser. Et parce que ce que Faya faisait, ce n'était pas contre le président de la mouvance, mais c'était contre ses opposants aussi qui ont accepté d'envoyer leurs députés à l'Assemblée nationale. C'est contre tout ceci, tout cela que Faya s'est élevé. Faya a exprimé son mécontentement. Alors le fait pour ses opposants de dire au président, oui, on n'est pas d'accord avec Faya, mais qu'on accepte qu'il exprime son désaccord. Et donc, dans le respect de la loi, moi je pense que c'est une très bonne chose. Et heureusement, pour une première fois, ils n'ont pas accepté d'être pris dans ce piège. Votre regard sur cette actualité, décidément, le régime choisit l'option d'une sorte de tour de vis. On a vu le cas Siakabari qui a été empêché de se rendre dans des localités en Haute-Guinée. Auparavant, lui-même, le même Faya Milimono a vu une initiative de journée sans pain, dispersée, en tout cas empêchée à Dixine. Comment vous comprenez cela? Comment vous analysez tout cela, Talibé Bari? S'agissant de ce qui arrive à Faya Milimono et à toutes ces personnes qui étaient avec lui, moi je pense que aujourd'hui le débat n'a pas lieu quant à demander une autorisation de manifester
ou d'organiser ce sit-in ou pas. Puisque, on le sait tous, depuis pratiquement une année, aucune manifestation n'est autorisée dans ce pays. Si vous n'autorisez pas les manifestations, même ceux-là, personne ne peut reprocher à Faya Milimono de ne pas être un homme à cheval sur le droit. On l'a vu ici, plusieurs fois porter plainte parce qu'il y a eu des situations incongrues dont il a été victime. Donc, il le sait. C'est probablement le parti le plus procédurier. Le plus procédurier. Donc, on ne peut pas faire la leçon à Faya Milimono, mais il sait que une demande de sit-in ou de manifestation n'a pas d'importance puisque on vous la refuserait sans aucun motif valable. Et donc, moi je pense que Faya avait le droit, parce que ce n'était pas que des membres du BL qui étaient là, il y avait des activistes de la société civile qui étaient également avec Faya. Donc ils ont le droit d'exprimer de cette façon ce qu'ils pensent de ce Parlement, dont moi je pense qu'il n'a pas lieu d'être. Donc je pense qu'on devait nous faire l'économie parce qu'on aurait pu organiser des élections à temps. Et l'autre aspect qu'il faut signaler, c'est que Faya, quand même, il n'est pas dans l'hypocrisie politique. Absolument. Puisque ceux qui siègent là-bas, parmi eux, il y en a qui sont ses congénères au sein de ce front dont vous parlez, et même d'autres, et même de l'opposition, de manière générale. Absolument. Donc, je ne peux pas comprendre que une manifestation qu'on aurait pu juste disperser, qu'on en vienne à les interpeller, ils passent par la maison centrale, une audition comme ça au bâton, et ensuite présenter à des juges. Il faut dans ce pays que l'on déverrouille les libertés. On ne peut pas continuer à museler, à interdire. Vous avez vu à Koya, ce qui s'est passé à Koya la semaine passée, parce que déjà on en parlera tout à l'heure. J'ai même lu sur un site que les jeunes finalement ont été relaxés. Il faut quand même qu'on revienne à... Oui, je sais, relaxé. Même si c'est pas oui, bien sûr. Mais il faut qu'on revienne à cette situation normale, à cette situation que défend la Constitution, la liberté de manifester. Je voulais qu'on dise un mot quand même de ce dispositif sécuritaire vendredi devant le Palais du Peuple. C'était un dispositif sécuritaire assez impressionnant. Était-ce pour dissuader cette manifestation? Parce qu'on en a rarement vu ou pas du tout à l'occasion de l'ouverture des sessions de l'Assemblée. L'Assemblée, c'est le rendez-vous du peuple par excellence. On ne peut pas militariser. Absolument. C'était un Palais du Peuple militarisé. Une rentrée parlementaire. Tout cela, ça ne donne pas une bonne image de la démocratie dans ce pays. Quand il y a une session, même des citoyens ordinaires doivent pouvoir venir assister à l'ouverture de cette session. C'est ce que d'ailleurs la loi autorise. C'est ce que la loi autorise. C'est que la loi autorise. Qui peut venir. Faya aurait pu venir devant le Parlement avec ses pancartes, manifester et se retirer sans aucun problème. Absolument. Mais dans ce pays, aujourd'hui, on est dans une dérive aux accents totalitaire, ça ne peut pas continuer. Il faut qu'on laisse les gens exprimer leurs droits, jouir de leurs droits. La manifestation est autorisée par l'article 10. Et comme on le dit, c'est une réalité. Vous avez cité le Kassiaka et d'autres. L'article 10 est suspendu de fait dans ce pays. Bien. On ne peut pas cautionner cela. Merci. Lansana, votre regard sur cette actualité, Faya qui se fait trimballer, il doit se présenter à nouveau. Il doit être présenté lundi à un juge. Oui, je pense qu'hier, j'étais en ville lorsque j'ai appris la nouvelle. Et d'abord, le matin, quand je passais justement devant l'Assemblée nationale, j'avais constaté ces dispositifs par rapport à cela. Mais je me demandais pourquoi. Parce que je savais qu'il y avait la rentrée parlementaire. Peut-être qu'on allait prendre certaines dispositions pour justement faire que la rentrée soit dans une quiétude, mais je ne comprenais pas tout ce que j'ai compris. De toutes les façons, c'est enfin j'ai compris que les conséquences de ce petit séjour du côté du Coronti, parce qu'en réalité, Faya avait annoncé qu'il viendrait là. Non, j'allais rappeler cela. J'allais rappeler cela, parce que je me rappelle dans ses déclarations précédentes. C'est juste une boutade. Oui. Voilà. Dans ses déclarations précédentes, il avait annoncé qu'il allait s'opposer à la rentrée parlementaire. Donc, on s'attendait à lui. De toutes les façons, moi, je me dis ce qui
s'est passé hier, on est en train de faire certes la publicité gratuite à Faya parce que, comme les confrères viennent de le dire ainsi, je pensais qu'on pouvait encadrer ce petit groupe et les permettre de se mettre dans un coin, s'ils avaient des pancartes, s'ils avaient des slogans à lancer, de le faire tout bonnement et se retirer. Parce que quand vous avez, si vous avez écouté les réactions des députés... C'était quand même dans un espace réduit, dans un petit espace. Voilà, si vous avez à d'autres occasions en Guinée, on a vu des gens protester à l'intérieur de l'hémicycle. Voilà, la plupart des députés, justement, qui se sont prononcés sur ça, ont dit, franchement, nous sommes avec lui, il est contre la reprise, notre retour à l'Assemblée, mais on pense qu'on pouvait le laisser manifester cela, ça ne devrait pas être amené là où on a amené le dossier. Donc moi je pensais que vraiment c'était une façon de lui accorder cette liberté pour qu'il s'exprime, parce que de toutes les façons ça n'allait pas empêcher que l'Assemblée reprenne les travaux, d'autant plus que tous les députés qui n'étaient pas ou dont on avait le doute s'il allait revenir, sont revenus, notamment les députés de l'opposition. Et c'est là où ça allait poser des problèmes. Mais on a vu finalement, tout le monde s'est retrouvé dans la salle. Donc, qu'un Faya avec une dizaine de personnes se retrouve devant l'Assemblée, on aurait pu laisser cette image des Faya qui protestaient, aurait pu être beaucoup plus positive que cette autre image des Faya qu'on a arrêté, qu'on a envoyé. Hier, on a parlé de quoi? On a plus parlé de l'arrestation de Faya que de cette fameuse rentrée parlementaire. Absolument. Voilà. Encore une fois, donc c'est la démocratie qui prend un coup dans notre pays, Mohamed. Après une semaine agitée à cause justement de notre accord aux principes démocratiques, je vais faire référence au cas Lansana Camara. Lorsque dans un pays, on suspend des libertés publiques consacrées par notre Constitution, lorsque dans un pays, on viole des dispositions du pacte international sur les droits civiques et politiques, repris dans le préambule de notre propre Constitution, ou de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou de plein d'instruments internationaux, tels que la Charte africaine des droits de l'homme, ou la Déclaration de principe de l'Union africaine sur la liberté d'expression en Afrique, d'ailleurs, qui dit précisément et très clairement que les hommes politiques se doivent d'être plus souples et plus respectifs et moins enclins à réagir quand il s'agit des délits de diffamation. C'est écrit là-dedans. Nous avons adopté l'ensemble de ces instruments internationaux. Comment voulez-vous que les citoyens, désormais, disent non quand ils ne sont pas d'accord? Comment? On interdit les droits de dire non sur la place publique. Oui, mais on veut aller interroger les citoyens un à un dans des isoloirs à travers un référendum. Il faut qu'on soit cohérent dans notre pays. Moi, j'apprécie le courage de Dr Faya. J'apprécie également la démarche républicaine de son parti politique. Mais, personnellement, contrairement à vous autres, ce qui me heurte le plus, c'est même pas l'attitude des forces de l'ordre ou du gouvernement. Moi, c'est l'attitude des députés de l'opposition. Que je trouve leur démarche incohérente. Je les trouve à la limite lâches. À partir du moment où ils ont appris qu'un opposant était arrêté et qu'il était dans cette situation dehors, par solidarité, ils auraient dû se lever et bouder cette plénière. Purement et simplement. Cela aurait eu encore un plus grand écho hier à l'Assemblée nationale. Ils ne l'ont pas fait. Les déclarations à l'emporte-pièce, oui, d'accord, on est habitué à ces déclarations. Croyez-moi, Faya aurait pu rester en prison pendant une semaine, il n'y aurait rien eu. Parce que tout simplement, ces libertés de manifester sont suspendues. Malheureusement, nous sommes dans un état, aujourd'hui, totalement, je dirais, autocratique, où le culte de la personnalité est en train de l'emporter. Où aujourd'hui, on prend des effigies de chefs de l'État, on s'en va à coups de millions, on s'en va les colporter jusque dans les rues de la capitale française. C'est cela aujourd'hui. Vous avez votre mot à dire, on vous en empêche. La seule personne aujourd'hui qui peut dire ce qu'il veut en Guinée, c'est Dieu. C'est un magazine qui a voulu faire oui, ce que je dis, c'est que depuis que cette histoire de troisième mandat ou de référendum, c'est à vous de choisir, a commencé, seul le vent a eu le droit de dire en Guinée ce qu'il veut. C'est cette bourrasque-là qui nous a arraché, notamment cette affiche géante sur notamment le bâtiment de l'Assemblée nationale. J'attendais que le président de l'Assemblée nationale, notamment, fasse une déclaration là-dessus. L'Assemblée nationale, le siège de notre démocratie, ne pouvait pas faire l'objet de pareilles affiches. Même si le parti au pouvoir défend
le droit au référendum, qui est un droit constitutionnel. Bien, mais à l'Assemblée nationale, le simple fait déjà d'aller afficher cela était une insulte à la démocratie. Et au même moment, vous dites que les autres ne peuvent pas venir là. Pendant que vous déroulez des banderoles sur ce bâtiment, vous dites que pendant que les alliés d'Alpha Condé y étaient il y a quelques semaines. Et qui se réunissent tout le week-end, notamment du côté de Dubreka, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais les autres, et hier, c'était même pas contre le 3e mandat, ils étaient là pour dire, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Regardez les pancartes. C'était davantage dirigé contre les députés de l'opposition que contre la mouvance. Alors, la question de savoir, l'UFDG avec ses 37 députés, l'UFR et les non-alignés, qu'ils nous disent finalement, est-ce qu'ils vont, et notamment en complicité avec l'État aujourd'hui, pour briser notamment cette partie de la population qui s'exprime, qui dit nous ne sommes pas d'accord que vous siégiez, parce que c'est ce qui s'est passé, leur silence. Et désormais, s'ils continuent de siéger dans un bâtiment où on déroule ce type de banderole, ça veut dire qu'ils sont partie prenante de cette entreprise. Ouais, il faut de la cohérence. On va progresser dans cette usage parce que le menu est très très copieux. On en vient à ce retour en classe de Elhadji Papakoli Kourouban. Elhadji Papakoli Kourouban, président du parti Groupe donc, qui s'était à un moment donné fâché avec Alpha Condé après qu'il ait été... Est-ce qu'il a même été débarqué officiellement de son poste de conseiller, ministre conseiller à la présidence de la République? Il avait transité par l'opposition. Le voilà rebondir, le voilà revenu donc à la case départ au sein, on va dire, de la grande majorité, la grande famille de la majorité présidentielle, bombardé, ministre d'État de l'hydraulique et de l'assainissement. On en parle là, sur ce plateau. Pour commencer, peut-être, Lansana, un mot sur ce retour en grâce. C'était déjà dans les tuyaux, il faut le rappeler, depuis plusieurs jours. Le décret était censé tomber il y a 72 heures, donc depuis mercredi. Sauf qu'on a appris entre-temps que le Premier ministre n'était pas d'accord. Oui, bien sûr. Je pense que ce qu'il faut dire à ce niveau, parce que depuis son départ ou depuis ses petits problèmes, justement, quand il n'est plus actif à la présidence où il était conseiller ces derniers temps, comme vous le savez, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Je vais parler d'Elhadji Papakoli, d'échanger avec lui. C'est vrai que l'entente n'était pas tellement là, mais moi je ne suis pas du tout surpris de son retour. Je m'attendais à tout moment, n'est-ce pas, son retour dans le gouvernement, parce que je savais que le pont n'était pas complètement cassé, malgré ce qui se disait. Vous l'appelez mon grand frère. Mon grand frère. Bien sûr, et souvent quand vous l'interpellez sur la question, vous comprendrez dans ses réponses que tout n'était pas fini entre les deux camps. Donc, moi son retour ne me surprend pas du tout. Il n'avait jamais été véritablement au sein de l'opposition. Bien, au sein de l'opposition, on l'a vu, mais est-ce que c'était véritablement un départ? Parce que vous savez, à un moment donné... Beaucoup les soupçonnent, mais lui et Makanera, d'avoir été de top d'Alpha Condé auprès de celui d'Alpha. Ça a toujours été dit, même si son parti a toujours démenti cela, ou je ne sais pas, son vice-président et les autres membres de son parti ont toujours démenti. Mais je pense qu'avoir la position de l'homme lui-même, ses démarches et ses déclarations, on comprendrait qu'il fallait s'attendre à son départ, à son retour dans le gouvernement. Ce qui a été fait, certes la question se pose, et là où ça semblait m'intéresser un peu, c'est moins le retour que le département qui doit gérer. Et au sein de ce département, je ne me prononcerai pas sur l'aspect hydraulique voilà, que nous connaissons, mais c'est surtout l'aspect assainissement. Je me dis, il va faire face à une situation très préoccupante quand on sait aujourd'hui la problématique de l'assainissement en Guinée. Est-ce que Papakoli parviendra justement à poser des axes à ce niveau-là, quand on sait que ce service ou ce département a transité de partout? Quelquefois, c'est au ministère de l'administration des territoires, quelquefois, c'est dans un comité privé, etc. Maintenant que c'est logé dans un département, et de plus, c'est un ministère d'État, et maintenant que c'est Papakoli qui doit gérer, moi, je me demande, est-ce qu'il parviendra? De toutes les façons, c'est à ce niveau que moi, je l'attends beaucoup plus que sur les questions d'hydraulique, qui sont importantes aussi, mais où il y a eu quand même des efforts depuis l'arrivée du président Alpha. Je pense qu'il n'y a pas assez d'attente ou de demande à ce niveau-là, mais au point de vue assainissement, je pense qu'il y a là la véritable attente qu'il faut faire du côté de Papakoli. Bien, Papakoli, donc, qui revient au sein du gouvernement. Ce n'était pas gagné d'avance avec Kassouri qui semblait avoir le sentiment d'être mis devant une situation de fait accompli. On a quand même entendu les oreilles dans les couloirs de la primature. Mercredi, c'était très très tendu, il faut quand même le rappeler. Et finalement, on a réussi à travailler Kassouri au corps et la pilule amère est passée. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Papakoli et quel bénéfice politique tirer de ce retour en grâce de la part d'Alpha Condé? Le retour de Papakoli était-il d'ailleurs parti? C'est une question qu'il faut se poser, puisque
quand il a été débarqué du gouvernement, où il était dans un premier temps ministre de l'énergie et de l'hydraulique, il a été nommé conseiller. Il n'y a jamais eu de décret. Avec le rang de ministre. Le rang de ministre, il n'y a jamais eu de décret le démettant de son poste de conseiller. Et ce qui fait que, pendant que même il déployait l'étendard de l'opposition républicaine, on lui a toujours fait cette remarque que, officiellement, il restait encore conseiller du président de la République. Et quel bénéfice politique? Je me pose d'abord cette question. Y a-t-il lieu de s'encombrer d'un nouveau ministère dans une équipe gouvernementale, dans un gouvernement dont on se plaint d'abord de la pléthore du nombre de ministères? Et ça, c'est une question qu'il faut se poser. Alors, est-ce que Alpha Condé, comme il avait par exemple cédé au chantage d'un Oye Guilavogui, qui lui avait dit si je quittais les transports, là où je dois aller, en tout cas ce n'est pas à l'élevage, est-ce que c'est ce chantage qu'il a réussi, et Alpha ne pouvant se résoudre à renvoyer un quelconque ministre en cette période sensible où il a besoin de tout le monde pour aller vers ce qu'on lui attribue, c'est-à-dire son projet de troisième mandat. Il n'a voulu donc fâcher personne et il faut créer un ministère fait de briques et de brocs pour donc pouvoir y loger Papa Coly et, s'il vous plaît, au rang de ministre d'État. Je pense que, à mon avis, cette nomination, elle n'obéit qu'à... sans lien avec son intention de vouloir se maintenir au pouvoir après 2020, de conquérir, de charmer à nouveau l'électorat de la Guinée-Forestière. Vous avez rappelé un détail dans votre intro, c'est que ce Papa Coly et son parti, ils ont louvoyé lorsque le FNDC a été mis en place. Est-ce que c'était une astuce pour justement se couper définitivement du reste de l'opposition, parce que le décret, vous l'annonciez pour mercredi. Absolument. Le FND a été mis en place, je crois bien, le mercredi. Le mercredi. Le mercredi. Donc, il fallait justement couper tout avec cette opposition pour se retrouver, pour se préparer donc à entrer dans ce gouvernement. Je pense que tout cela n'obéit qu'à l'agenda d'un homme, Alpha Condé. Alpha Condé, il sait ce qu'il veut, parce que n'oubliez pas que Papa Coly, quoi qu'on dise, du côté de la forêt, du côté de Zérekoré et de ses attenants, il est un peu celui-là dont on parle le plus en termes quand même de leadership politique. Bon, même si c'est un leadership de plus en plus en recul. Non, justement, on a vu quand même la surprise qu'il nous a faite ici à l'élection présidentielle de 2010, avec quand même le score enviable qu'il a eu par rapport... Non, c'est ce que je dis. Il y a eu beaucoup d'eau sous le pont. Il y a eu beaucoup d'eau, mais c'est l'élection à partir de laquelle il s'est donné un certain poids dans l'arène politique. Donc aujourd'hui, à mon avis, Alpha, ça reste un succès très lointain, franchement. Non, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, Alpha reste le seul maître du jeu. Il pêche dans l'opposition. Il y a des conseillers et autres. Par exemple, le haut représentant du chef de l'État, qui est resté quelques années avec lui, qui retourne dans l'opposition. C'est Alpha seul qui sait en réalité ce qui se passe et à quel jeu il joue. Et tout ça me laisse penser que nous sommes dans un concert de grandes manœuvres politiques en vue donc de ce projet qu'on lui prête, dont je pense qu'il n'est pas étranger à ce projet. Absolument. Puisque un retour comme celui de Papa Coly, à mon avis, en termes de compétences, en termes d'apport par rapport à l'action gouvernementale, je n'en attends pas d'effet. Donc, tout obéit à un agenda politique. Tout obéit à un agenda politique d'un homme.